Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de programmation orientée objet, ou en tout cas des grands principes et des notions de base de la programmation orientée objet. Alors, la programmation orientée objet, c'est un paradigme de programmation. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme, c'est une manière dont on va concevoir les programmes. Donc, quand on fait de la programmation orientée objet, on part du principe que un programme, c'est composé d'objets. Alors, on définira ça un petit peu plus précisément après. Mais ce sont des objets qui interagissent les uns avec les autres. Donc, je peux prendre un petit exemple. Si je prends un jeu de type casse-brique, vous avez donc une raquette, c'est un objet. Vous avez des briques, c'est un objet. Effectivement, on peut casser les briques, on peut les faire disparaître ou ce genre de choses-là. Et on a une balle, voilà. Et puis après, à l'extérieur, on aurait un objet qui s'appelle la fenêtre globale, etc., etc. Mais si je résume en fait en réalité mon programme de casse-brique, en fait, j'ai besoin d'utiliser des objets et j'ai un certain nombre d'interactions entre les différents objets. La balle qui rebondit sur la raquette, la balle qui rebondit sur une case et qui fait disparaître la case, etc., etc. Ok. Alors, la question c'est d'où ça vient et pourquoi cette nouvelle manière de programmer. En général, on a tendance à prendre une métaphore, donc moi je vais prendre la métaphore de la voiture. Vous êtes en âge globalement d'apprendre à conduire ou vous êtes plutôt jeune conducteur, enfin bon voilà, ça dépend quel âge vous avez. Mais voilà, si on doit apprendre à conduire une voiture, on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement interne du moteur, à savoir comment fonctionne le moteur thermique à 4 temps, l'alternateur, enfin tous ces détails techniques justement hein, qui sont de l'ordre de la mécanique. On n'en a pas besoin, on a juste besoin de savoir en gros deux trois notions de physique. Et puis c'est tout, ça ne nous empêche pas en fait de savoir, d'apprendre à conduire. Alors, si on précise un tout petit peu, en réalité, on a besoin donc de savoir ce que c'est qu'une voiture. Donc ça, c'est l'objet en l'occurrence. Et en fait, à l'intérieur, donc on a un certain nombre de caractéristiques de la voiture. Et ensuite, on a des manettes et des pédales, des commandes externes qui permettent justement d'interagir avec la voiture et avec le conducteur. Donc si je prends les plus importantes, on a les trois pédales d'accélérateur, de freinage et d'embrayage. On a le volant, le levier de vitesse, et puis a priori ça devrait suffire pour conduire. Tout le reste, hein, c'est des périphériques, on pourrait dire, enfin un certain nombre de commandes qui sont intéressantes quand il s'agit de conduire, mais d'un point de vue du déplacement pur et dur, fondamentalement, je veux dire, c'est pas forcément indispensable. On retrouve exactement cette même chose là quand on considère des objets en programmation. Donc un objet, on a besoin de définir trois choses. D'abord le type de l'objet, donc c'est ce qui va nous constituer en fait le moule dans lequel on va pouvoir façonner un certain nombre d'objets. Donc en général, pour ce qui va nous concerner nous, ce sera tout simplement le nom de l'objet en question. Vous en connaissez déjà en réalité en Python. Hein, si on prend int, str et list, donc int pour les entiers, str pour les chaînes de caractères et list pour les listes Python, et ben ce sont justement des types qui existent déjà, qui sont prédéfinis dans le langage Python et qui sont des objets. Ensuite, on a besoin d'un certain nombre d'attributs. Donc les attributs, c'est des variables tout simplement et qui vont décrire justement l'état actuel de l'objet. Donc si je reprends ma voiture, est-ce qu'elle est allumée, oui ou non, est-ce que les fenêtres sont ouvertes, est-ce qu'il y a une vitesse qui est enclenchée, etc., etc. Donc toutes les variables justement qui vont permettre de décrire l'état actuel de l'objet.
Et ensuite, j'ai besoin d'un certain nombre de méthodes. Donc, c'était mes commandes justement que j'avais tout à l'heure pour la voiture. Ces méthodes qui sont tout simplement des fonctions qui vont permettre d'interagir avec l'objet. Donc, soit modifier l'état interne de l'objet en modifiant justement les valeurs des attributs. Donc, quand je démarre justement ma voiture, bah, je fais une action et je modifie l'état interne de ma voiture ou alors des fonctions qui vont permettre d'interagir avec l'extérieur justement de l'objet. Alors, je dois donner un nom particulier. Le principe du fait que tout est contenu à l'intérieur de l'objet, donc ce sont d'une part les attributs, donc les variables qui vont décrire l'état de l'objet, et les méthodes, c'est-à-dire les fonctions qui vont pouvoir s'appliquer sur l'objet. Et toutes ces choses-là sont contenues à l'intérieur même de l'objet, et ce principe, on appelle ça l'encapsulation. D'accord? Donc c'est la seule vraie notion fondamentale qui est au programme de la spécialité NSI en terminale. Il en existe bien d'autres, évidemment. Mais nous, on s'arrêtera sur ce principe-là, et c'est le principe de base d'ailleurs de la programmation orientée objet. Alors, dernière chose qu'il faut dire, avant de passer direct au langage Python, c'est quels sont les avantages, on va dire, de la programmation orientée objet. Alors c'est vrai que c'est difficile de le présenter quand on n'a pas du tout pratiqué. Ce que je veux dire, c'est que les avantages de la programmation orientée objet et surtout la manière dont on conçoit un programme, ça vient très clairement à l'usage. D'ailleurs, c'est difficile, le cours là sur la programmation orientée objet, il est très court et tout de suite on passe à la programmation. Et en général, les élèves ont du mal à savoir où partir. Une fois que c'est démarré, après ça va, ils commencent à comprendre les choses. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer et c'est à force de pratiquer qu'on va comprendre vraiment quels sont les avantages et les inconvénients de cette programmation orientée objet. Alors, dans une première approche, une des premières conséquences de l'encapsulation, vu que toutes les variables, tous les attributs sont des variables qui sont contenues à l'intérieur même de l'objet, eh ben, il s'avère que ces attributs, en fait, on y a accès à n'importe quel moment, à n'importe où dans le programme. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau parce que d'habitude, on avait l'histoire de porter des variables. Eh ben, on pourrait considérer que tous ces attributs, justement, sont des variables globales. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Et le deuxième avantage, c'est surtout en termes de mise à niveau, de mise à jour des programmes. C'est beaucoup plus facile justement d'augmenter le volume, on va dire, de programmes avec de la programmation orientée objet plutôt qu'avec de la programmation classique qu'on appelle impérative. Donc ça c'est pareil, ça viendra petit à petit, on le verra au fur et à mesure de l'année, puisqu'on va s'en servir quasiment tout le temps. Alors, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est le principe des méthodes. Les méthodes, c'est donc l'ensemble des fonctions qui vont s'appliquer sur notre objet. Et bien, on a déjà rencontré ça quand on a parlé de type abstrait de données, puisque quand on a défini notre type abstrait de données, on a donc défini le type et un certain nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour pouvoir manipuler les types, en l'occurrence, qu'on a déjà rencontrés. Donc il s'avère que la programmation orientée objet est une très très bonne manière de programmer justement ces types abstraits de données, puisque en fait peu importe la manière dont on a implémenté, on va dire, je vais prendre l'exemple des listes, peu importe comment on implémente justement nos listes, tant qu'on a les opérations élémentaires qui sont en adéquation justement avec cette implémentation, et ben on s'en fiche, hein, on utilise des listes, point barre, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de savoir si c'est implémenté par des tuples, par des tableaux, par je ne sais quoi, des dictionnaires, etc., etc. On a juste besoin de s'en servir. Et donc les méthodes sont les opérations élémentaires qu'on connaît. Donc si je prends l'exemple des piles, bah, les méthodes élémentaires c'est créer pile vide, empiler et dépiler. Voilà.
Donc ça c'est le deuxième avantage et c'est ce qui va nous servir essentiellement pour les types abstraits justement de données que nous allons voir et que nous avons déjà vu en terminale NSI. Donc j'en ai fini pour les généralités et maintenant on va aller voir justement ce qui se passe concrètement en Python. Alors pour définir notre objet, on va utiliser ce qui s'appelle des classes et pour commencer, moi je propose d'utiliser quelque chose qui est assez simple mais qui est suffisamment riche, c'est une classe point. Alors en termes de nommage, on a tendance à, en tout cas c'est la PEP qui recommande ces choses-là, de nommer les classes en fait par donc le nom avec une majuscule et le reste en minuscule. Voilà, contrairement aux variables, les attributs qui sont des variables seront en minuscules et les méthodes qui sont des fonctions seront également en minuscules. Donc pour l'instant j'ai ma classe point. Alors un point en maths c'est représenté par une abscisse et une ordonnée. Donc c'est comme ça qu'on va s'en servir, mais pour l'instant je voudrais juste créer ma classe et pour que ce soit interprétable, il faut que après mes deux points j'ai un certain nombre de choses. Et donc ici il y a une instruction en Python qui permet de dire ne rien faire, c'est l'instruction passe. Donc si j'interprète cette chose-là, et ben ma classe point justement a été créée et ça pose pas de problème. Et donc, dans mon programme principal, je peux très bien créer deux points, justement, un point A. Alors, en termes de syntaxe, je mets le nom de la classe et ensuite des parenthèses, parce que ici, pour l'instant, je n'ai aucun argument à passer. Ma classe ici n'a pas besoin de paramètres, on verra ça ensuite. Voilà. Et puis donc, j'ai créé deux points à cet endroit-là. Je peux même essayer d'afficher justement mes points pour voir ce que ça peut donner. On va voir. Hop. Et donc si j'interprète tout ce programme là, et ben j'obtiens ici en console, et ben je vois que mes deux points A et B en fait, lorsque m'affiche l'interpréteur Python là en console, c'est donc le type de l'objet. Donc ici on a bien un type point, donc ça c'est un objet de type point, et on a même ici quelque chose qui ressemble à l'adresse mémoire justement de là où est stocké justement cette variable. Alors, au passage, je vais faire un petit point sur le vocabulaire également. Ici, quand j'écris A égale point, c'est comme si j'affectais une variable de type point à la variable A. Alors ça c'est un nom très particulier justement quand on fait de la programmation orientée objet. Pourquoi? Parce que la classe en fait, je répète, c'est le moule justement qui va me permettre de construire, si je reprends mes voitures, c'est le moule qui va me permettre de construire plein de modèles différents de la même voiture. Et ben on a donc c'est pas tout à fait une affectation de variable, même si ça y ressemble pas mal, et en général on appelle ça une instantiation de classe. Donc ici, A et B sont deux instances de la classe qui s'appelle point. D'accord? Donc ça c'est important de connaître le vocabulaire. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, c'est bien intéressant. J'ai mes deux points, ils sont créés, mais de ce point de vue-là, je n'ai absolument, mes points ne contiennent absolument rien. Donc j'aimerais bien justement pouvoir créer ici, donner des coordonnées à mes points. Alors, dans le principe, et en termes de syntaxe, il faudrait que j'écrive par exemple a.apps égale 50, a.ordonnée égale, j'en sais rien, 250, et je vais faire la même chose pour les points, le point B, donc il y aura pour abscisse 250 et pour ordonnée 300. Bon, je respecte mon cours. D'ailleurs, au passage, si vous voulez le cours, il est disponible sur internet. Je vous mettrai le lien ici pour accéder à ce cours-là. Alors, donc si j'interprète cette chose-là, ok, j'ai pas de problème. Ici, même chose. Donc mes points A et B, alors moi je vois pas de différence parce que pour l'instant, ce que m'affiche l'interpréteur Python, c'est uniquement l'adresse. Donc en l'occurrence, là on peut noter que c'est pas la même adresse que précédemment. Tiens, c'est intéressant.
mais j'ai des valeurs ici 50-250 et je vois que l'interpréteur m'affiche pas du tout le contenu de mon objet, en l'occurrence la valeur des deux attributs apps et ord, mais il affiche toujours justement cette adresse. Alors quand je fais cette chose là, quand j'ai donc j'affecte justement des valeurs aux attributs de ma classe, de mes deux instances de points. Donc c'est tout à fait correct d'un point de vue du langage, mais d'un point de vue conceptuel, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'affecter ici, donc de créer non seulement un attribut et d'affecter une valeur à cet attribut, non pas dans la classe, mais à l'extérieur de la classe. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens violer le premier principe, le seul d'ailleurs qui nous intéresse, d'encapsulation. C'est-à-dire que ici, justement, cette chose-là doit se réaliser à l'intérieur justement de la classe. Et donc, pour faire cette chose-là, eh ben, j'ai besoin d'une méthode particulière qui s'appellera, qu'on appelle init couramment justement en Python, mais qui s'appelle le constructeur et qui va me permettre justement d'affecter directement des valeurs aux attributs, des valeurs a priori par défaut, au moment où j'instancie ma classe. C'est-à-dire qu'à chaque moment justement où je vais afficher, créer une classe, pardon, eh ben, je ferai appel à cette méthode de constructeur. Mais avant cette chose-là, justement, je vais passer tout de suite d'abord. Donc le constructeur, c'est une méthode, donc il faut que je parle de méthode. Alors, pour expliquer le principe, pour l'instant, je vais écrire une fonction qui est assez simple, qui va me permettre justement d'afficher mon point. Donc j'appelle affiche point, elle a besoin ici d'un paramètre que je vais appeler petit p, qui est de type point. Et donc ma fonction, elle va juste afficher justement en console. Donc je vais essayer de faire ça de manière efficace. Donc j'ai une coordonnée horizontale, deux points, hop. Et ensuite j'ai, alors je vais mettre un point virgule, une coordonnée verticale également. Et je vais afficher justement cette valeur là. Hop. Donc je rappelle, on utilise la méthode format pour pouvoir justement afficher, insérer à l'intérieur de la chaîne de caractères des valeurs de variables. Donc ici, la première, justement, je vais afficher ici dans mes premiers guillemets l'abscisse et dans les deuxièmes guillemets l'ordonnée. Alors au passage, j'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, en termes de syntaxe, pour accéder à un attribut, je fais le nom de l'instance de la classe, point justement le nom de l'attribut correspondant. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà rencontrées sans trop s'en rendre compte, mais ça va être encore plus flagrant quand on va utiliser les méthodes. Donc voilà, moi j'ai créé ma fonction affiche point qui prend comme paramètre un point p et qui affiche ses coordonnées en console. Donc plutôt que faire un print, je vais tester ma fonction ici. Donc je vais faire affiche point de mon point A et même chose pour en dessous. Je vais faire affiche point de mon point B. J'interprète tout ça, je regarde ce que ça me donne en console, et en console j'obtiens exactement ce qui était prévu, à savoir que pour mon premier point A, il m'affiche coordonnée hori qui est de 50, donc horizontale, et la coordonnée verticale qui est de 250, et pareil pour le deuxième. Alors, donc tout ça est tout à fait faisable. Donc là, tout ce que je viens de faire, en fait, je viens d'affecter des valeurs à mes attributs, et je viens de créer une fonction, justement, qui me permet d'afficher mes points. Et bien, ces deux choses-là sont tout à fait valables d'un point de vue de la programmation, mais l'idée, justement, c'est, là, je ne respecte pas le principe d'encapsulation. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça à l'intérieur de la classe. Alors en Python, c'est là où ça devient un petit peu plus subtil, c'est que le fait d'être à l'intérieur de la classe, ça va se jouer à un détail près qui est une fois de plus cette histoire d'indentation.
Donc ici, j'ai supprimé mon instruction pass, et pour être à l'intérieur de ma classe, eh ben, il faut que je sois à la première tabulation, au premier niveau de retrait. Et donc tout ce qui est contenu à l'intérieur de la classe après les 2 points, c'est tout ce qui est justement euh, au premier retrait. D'accord? Ici, je suis sorti de la classe et donc je suis dans mon programme principal. Donc quand j'ai fait cette chose-là, et ben cette fois-ci, au lieu d'avoir une fonction, j'ai maintenant une méthode. Alors il reste une dernière petite chose à modifier, c'est que ici, j'ai choisi mon paramètre qui s'appelait P parce que c'était un point. Alors une fois de plus, toujours pareil, hein, je peux interpréter tout ça, ça posera pas de problème. Alors sauf que là, la syntaxe ici, elle n'est pas la bonne. Je ne l'ai pas encore modifiée. Mais donc je reviens à mon histoire de paramètres. Le paramètre P, justement, on pourrait choisir n'importe quel nom de paramètre, mais en Python, ou en tout cas, on a pour convention d'utiliser un nom tout à fait particulier pour ce paramètre. Pourquoi? Parce que puisqu'une méthode va s'appliquer nécessairement sur l'objet en question, sur toutes les méthodes, en fait, on va avoir un nom de paramètre qui va être réservé, qui va s'appeler self. Donc pour ceux qui se débrouillent un tout petit peu en anglais, bah, ça paraît à peu près naturel de l'appeler self, hein, donc c'est soi-même, c'est l'objet en question. Et donc ici, dans mon programme, attention, c'est là où ça va. Donc ça, c'est un vrai premier changement. Chaque fois que je veux faire référence à l'objet sur lequel je suis en train d'appliquer mes opérations, ici ma méthode affiche point, et ben je vais faire référence justement à ce paramètre qui s'appelle self. Okay, vous notez d'ailleurs dans le langage ici qui me l'a affiché donc en rouge ici sur mon spider, mais vous voyez que c'est une couleur qui n'était pas encore utilisée pour le reste. Donc ça, c'est la vraie première différence. Et quand je fais cette chose-là, eh ben, ma méthode, cette fois-ci, elle est bien encapsulée à l'intérieur de ma classe point. Et je peux donc modifier mon programme principal, cette fois-ci, pour pouvoir utiliser cette méthode. Alors, la syntaxe, une fois de plus ici, elle est très simple. J'utilise le nom de l'instance de ma classe, je mets un point, et ensuite je mets le nom de la méthode correspondante. Alors, on a déjà rencontré cette syntaxe-là, au moins quand on a utilisé justement les listes. Donc c'est là on est en train de se rendre compte que les listes Python étaient donc des objets. Donc, et quand on utilise pour ajouter justement un élément dans une liste, on utilise généralement la méthode qui s'appelle append. Donc on a déjà rencontré les méthodes à plein d'autres moments, mais ici c'est vraiment, en tout cas en NSI, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Vous avez tous manipulé au moins une fois, je veux dire, un append sur une liste. Donc j'interprète mon programme, et puis je vais vérifier cette fois-ci que j'obtiens le même affichage que tout à l'heure. Mais la seule différence, c'est que ici, là, je respecte le principe d'encapsulation. Alors c'est toujours pas le cas pour mes 4 attributs ici que j'ai affectés au départ, et j'arrive justement à cette chose-là, ce qui s'appelle la méthode init. Alors la méthode init, c'est quoi? Je répète, hein, c'est ce qu'on appelle le constructeur, et donc c'est la méthode qui va être appelée chaque fois que je vais créer une nouvelle instance de classe. Alors, d'un point de vue de la syntaxe, cette méthode init, on commence par 2 underscores et on termine par 2 underscores. Donc tout ça a du sens, mais pour l'instant, je ne vais pas trop préciser là-dessus, c'est pas franchement important. Donc, ma méthode init, mon constructeur s'appliquant sur l'objet lui-même, évidemment, j'ai besoin justement de faire référence à l'objet, à savoir self. Et puis, ce dont j'ai besoin cette fois-ci, contrairement à ma méthode affiche point, c'est que j'ai besoin potentiellement d'avoir 2 valeurs que je vais passer en argument. Je le passerai en argument. Donc là, j'ai besoin d'avoir 2 paramètres, x et y, qui vont correspondre justement aux valeurs que je passerai au moment de l'instanciation de ma classe. Donc ici, hein, je vais écrire donc self.apps. Excusez-moi. Self.apps égale la valeur x que je passe ici en argument, et self.ord égale la valeur que je passe également ici, la valeur y que je passe en argument. Et voilà ce que fait justement
Mon constructeur, il prend juste, on lui donne deux valeurs à manger et il va affecter ces deux valeurs à l'abscisse et à leur donner de mon point. Alors du coup, ces deux choses-là, ici, hein, donc ça, je le supprime parce que tout ça disparaît. Et maintenant, comment j'utilise mon constructeur? Eh ben, c'est au moment où j'instancie ma classe. Pour l'instant, ici, je n'avais aucun argument. Et ben, c'est à cet endroit-là que je vais lui passer les arguments correspondant aux x et aux y qui sont ici. Donc là, ici, pour le premier, je vais lui passer 50, 250. Et pour le deuxième, on va lui passer 250 et 300. Et donc si j'interprète le même programme, eh ben, j'obtiendrai exactement la même chose que tout à l'heure, donc le même résultat, sauf que cette fois-ci, vous voyez que non seulement ici toutes les valeurs euh, d'attributs sont affectées à l'intérieur de ma classe, et donc il y a cette méthode init qui est indispensable pour toutes les classes parce que c'est celle qui sera utilisée justement. Donc quand j'instancie ma classe ici, mon instance de classe A, eh ben, je fais appel à la fonction, à la méthode init, même chose pour B, etc. etc. Donc en général, dès qu'on crée une classe, on commence tout de suite par taper le constructeur. Alors, petite remarque également, ici on a tendance à mettre la documentation, comme pour les fonctions, on met une documentation qui va correspondre à l'intégralité justement de la classe. Alors en général, puisque cette documentation de classe, elle se fait à la fin, puisqu'on a besoin de savoir quels sont les attributs et quels sont l'ensemble des méthodes justement qu'on a développées pour cette classe-là. Voilà, voilà. Alors si je voulais dire quelque chose encore, vu que ici par défaut, donc là, pas par défaut justement, là je lui passe des valeurs, mais imaginons qu'on crée un troisième point C et que je ne lui passe aucune valeur en argument. Question, justement, que se passe-t-il au moment du constructeur puisque je ne passe pas justement ici de valeur en argument? Alors la réponse elle est à peu près évidente. Et vu que je ne lui passe pas d'argument ici, il va me donner un message d'erreur en disant que il manque deux arguments. Donc ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à utiliser parfois des arguments par défaut. Donc à l'intérieur du prototype de la fonction, hein, au moment des paramètres, on met cette valeur justement par défaut en écrivant le nom du paramètre égale la valeur par défaut. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de, si jamais je passe des valeurs au moment de l'instanciation de classe, ça prend en compte ces valeurs-là comme paramètres. Et si jamais je passe rien, comme c'est le cas ici à la ligne 26, du coup, ce sera 0 et 0 qui seront utilisés comme valeur d'argument par défaut. Donc cette fois-ci, je vois bien ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mon troisième point C a bien pour coordonnée 0, 0. Alors ensuite, il y a une dernière méthode que je présente, alors qui n'est pas indispensable, on va dire, au niveau du programme de la spécialité NSI, mais dans les faits, c'est quand même très pratique de pouvoir utiliser justement et de comprendre ce mécanisme-là de cette méthode. Cette méthode qui s'appelle STR. Donc STR, on connaît ce que c'est, ça fait référence justement aux chaînes de caractères. Et l'idée, elle est simple. Alors là, pour l'instant, on considère des objets qui sont très faciles. Et quand on va faire des graphes, je pense notamment aux graphes, j'étais en train de réfléchir, mais voilà. C'est très compliqué de voir, on crée des objets, donc les objets c'est compliqué à l'intérieur, il y a plein de structures, et c'est très souvent compliqué justement de voir quelles sont les valeurs des variables à l'intérieur. Si je remonte tout à l'heure, quand je faisais un print de mon objet, ce que m'affiche l'interpréteur Python, c'est quelque chose comme ceci, et ça c'est pas du tout exploitable. Alors sur Spider, je peux utiliser l'explorateur de variables, ça c'est faisable aussi, mais de manière générale, on a tendance à créer donc cette méthode str qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous permettre de représenter notre objet sous forme de chaîne de caractères. Alors la question, c'est un petit peu... Donc d'abord, premièrement,
je cherche à représenter mon objet sous forme de chaîne de caractères. Alors, si on regarde un tout petit peu ce qu'on a fait dans affiche point, c'est un peu ce qu'on a fait, sauf que, attention, notre méthode affiche point, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle affiche directement en console. Nous, ce qu'on veut sur la méthode str, c'est qu'elle renvoie justement la représentation sous forme de chaîne de caractères de notre objet. Donc nous ici on n'en a pas beaucoup, alors si je regarde mon cours, la méthode str je l'ai mise au-dessus, donc vu que je suis un peu maniaque, je vais la mettre au-dessus. Alors il y a une vraie différence avec la méthode affiche point, puisque la méthode affiche point, elle affiche directement en console, alors que nous, notre méthode str, elle ne fait que renvoyer la chaîne de caractères, la représentation justement de notre objet sous forme de chaîne de caractères. Alors évidemment, il y a un lien de l'un avec l'autre, parce que si j'ai affiché ça, je suppose que c'est ça qui me suffit pour pouvoir voir quelle est la tête de mon objet. Donc moi, mes objets étant des points, j'ai juste besoin d'afficher ces coordonnées. Alors je pourrais même faire quelque chose de... qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, je pourrais utiliser une notation mathématique. À savoir que quand on note un point, justement, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom du point, ensuite des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on met justement les coordonnées des deux points séparés par un point-virgule. Donc là, il faut que je supprime un peu, hop, comme ça, j'aurai pas tout à fait le même affichage. Donc là, j'ai ma première coordonnée que je vais afficher, un point virgule, ma deuxième coordonnée, tout ça dans des parenthèses. J'ai une accolade en trop ici a priori. Oui, c'est ça. Et celle-là est en trop. A priori, je suis bon à cet endroit-là. Et donc, dans le premier, je vais mettre... bonne question. Il faudrait le nom du point. Alors, je vais mettre self, mais je ne suis pas convaincu que ça fonctionne directement. Bref, peu importe. Donc ici, l'idée, c'est justement d'avoir donc le nom du point et ensuite, entre parenthèses, les coordonnées. Alors attention, ici, vous voyez la différence fondamentale entre l'un et l'autre, c'est que ici, j'ai un return, donc je renvoie une chaîne de caractères. Ici, j'affiche directement en console. Donc je répète, cette manière de programmer est beaucoup plus intéressante que faire des prints. Bref, le print, je pourrais même le supprimer directement ici. Je vais le garder pour voir la différence entre les deux. Mais alors, quand est-ce qu'on se sert de cette méthode str? Première chose, quand j'ai besoin justement de voir l'état de mon objet. Donc ici, je peux faire appel à ma méthode sur l'objet A. Au lieu d'utiliser la méthode affiche point, j'utilise la méthode Alors là j'ai un problème, mais c'est le self et le self ici évidemment, ça pose un problème. Il doit y avoir le nom d'un attribut justement particulier en Python pour récupérer le nom de l'attribut, je dirais name, mais je suis pas sûr que ça existe. Voilà, il a pas de nom. Bon, peu importe. Donc je pourrais très bien décider de mettre un nom à l'intérieur, mais donc je vais supprimer cette chose-là, c'est pas très grave. Donc je vais écrire le point A pour coordonnées. Voilà, toujours le principe d'improviser sur les en direct live. On a toujours des surprises. Alors, donc là j'ai fait appel à ma méthode str. Ma méthode str, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie une chaîne de caractères. Donc pour l'instant ici, je n'ai aucun affichage, c'est normal. Donc pour l'avoir en console, il faut que je fasse un print de tout ça. Hop, tac. Donc si j'interprète, j'obtiens bien exactement mon premier type d'affichage pour le premier et l'autre type d'affichage pour les deux suivants. Alors attention ici, là ce que j'ai fait ici c'est un peu un non-sens. Pourquoi? Parce que justement la méthode str c'est la méthode qui va être utilisée quand on cherche à faire un print de l'objet en question. Donc la méthode str, quand vous faites un print d'un objet, par exemple quand vous faites un print d'un entier en Python, à l'intérieur de la classe int, ce qui est utilisé justement c'est la méthode str en question. Donc l'idée, le gros avantage de la méthode str, c'est de pouvoir justement
utiliser la fonction print qui est native en Python et qui permet d'afficher directement en console. Donc là, j'ai affiché les trois coordonnées des points A, B et C et je vois que je suis passé donc à mon affichage qui est défini à l'intérieur de la méthode str. Donc je répète, quand je récupère la chaîne de caractères, l'afficher en console, c'est très simple, c'est le rôle de la fonction print, alors que cette méthode-là, en fait, elle l'affiche directement et donc je suis incapable de traiter. Elle me renvoie rien cette fonction, elle ne fait que de l'affichage. Donc voilà, maintenant j'en ai plus besoin. J'ai ma méthode str et pour l'instant, voilà, j'ai rien de plus à raconter. Là, ici à droite, je vous laisse voir la version complète justement de la classe, notamment avec toutes les documentations correspondantes qui sont évidemment importantes au moment de la programmation. Et je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt